troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Soudan. Que peut faire la communauté internationale? Nous parlions justement de la communauté internationale pour aider à une normalisation politique au Soudan. Nous avons posé la question au politologue camerounais Claude Abbé. On l'écoute, on en parle après. De mon point de vue, si la communauté internationale et particulièrement l'Union africaine voudrait aider les Soudanais, il faudrait arriver à faire pression sur les nouvelles autorités qui se revendiquent d'être des autorités de transition, les autorités militaires, pour que les militaires rejoignent définitivement leur caserne et que la période annoncée pour la durée de la transition, qui, selon les informations de l'année là et là pour l'instant, s'annonce pour 2 ans. C'est extrêmement long. Ça donne une possibilité de manœuvre, ça donne une possibilité pour une restauration autoritaire, qu'on prenne les mêmes et qu'on recommence, et que finalement soit tout simplement un problème de chaise musicale. Et donc, à mon avis, il faut travailler à ce que le droit à la manifestation soit justement respecté au maximum par ces autorités qui viennent, et faire en sorte également, il me semble qu'il peut y avoir des pressions sur le plan extérieur. Il y a un certain nombre de responsables dont les identités sont bien connues, en opérant tel que cela se fait avec l'ensemble des dictatures de par le monde, en interdisant à ces derniers de séjourner dans un certain nombre de pays. Peut-être ça pourrait avoir des effets pour qu'on laisse la voix du peuple véritablement s'exprimer. Rappelons, avant de continuer cette émission, que les manifestations au Soudan ont été jusque-là assez pacifiques, que ça a été une stratégie adoptée par les manifestants, ce qui traduit, ce qui offre un élément et montre un élément de maturité du peuple soudanais, il faut le rappeler, tout comme on l'a rappelé aussi dans le cas algérien. Très rapidement, Sadio Morel Kanté, que peut faire l'Union africaine à part rappeler qu'elle est contre toute prise de pouvoir par la force? Oui, mais c'est justement le son de cette caisse-là qui souvent dérangea. Il y a eu 4 mois de manifestations, 4 mois au cours desquels on s'attendait quand même, on pouvait voir l'issue, hein, où Béchir écrasait le peuple, ou le peuple écrasait Béchir. En tout cas, les deux ne pouvaient plus cohabiter. Ouais. Il y a l'organisation sous-régionale déjà de l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est, qui pouvait s'impliquer en modérant, en envoyant des signaux. Oui. L'Union africaine également. Mais c'est-à-dire, si ça avait dégénéré plus que ça, et que l'Union européenne s'intéresse, que les Américains s'intéressent, que l'ONU s'intéresse, on allait voir les organisations régionales. Le professeur Claude Abbé dit qu'il faut que l'Union africaine fasse pression. Quel type de pression peut-elle faire aujourd'hui sur le Conseil militaire de transition? C'est d'écrire, hein, c'est de dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce type de... C'est voilà. tout. Mais, non, sinon, bon, vous connaissez, c'est très intéressant. Mais, je rappelle, M. Ba... Est-ce que je peux... Ah, allez-y. Vous aviez revendiqué... allez-y. J'ai même perdu le... Désolé, non, mais allez-y. Je rappelle, j'ai reposé quel type de pression l'Union africaine peut être... Désolé, excusez-moi. Quel type de pression... Oui, mais j'avais déjà répondu. C'était non, mais je laisse faire et puis je pense pouvoir revenir. Hein. Vous connaissez très bien l'Union africaine et d'ailleurs, je rappelle que vous avez conduit plusieurs missions de l'Union africaine, missions d'observation pendant des élections dans de nombreux pays du continent. Quelles sont les marges de manœuvre dont dispose cette organisation continentale aujourd'hui pour intervenir de façon influente dans des situations comme celle que nous avons aujourd'hui au Soudan? Vous savez, l'Union africaine, c'est une organisation continentale, oui, la plus pertinente à dimension régionale, l'unique reconnue sous ce titre par le
Conseil de sécurité, donc l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est très important. Et donc ça va compte, parce que ce n'est pas n'importe quelle institution, c'est 54 pays qui parlent. Donc au moment où nous parlons à coup sûr, et bien avant, elle est en train peut-être de prendre des mesures de diplomatie, mais classiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exhibés sur la place publique. Ça, c'est très important parce que je la connais un peu de l'intérieur. Dites-nous concrètement, concrètement, ce qu'elle peut faire, entre autres, c'est d'inciter les différentes parties prenantes, y compris le CMT et aussi les mouvements civils, à ne pas entrer dans une logique de clash. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est de dissuader le CMT à faire un usage disproportionné, vous voyez, de la répression. Et jusque-là, Dieu merci, on n'a pas encore atteint des seuils maximales. Quand bien même, oui, mais un mort de trop, un mort c'est déjà de trop. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, madame, parce que je ne vous ai jamais coupé, parce que je sais très bien qu'un mort, c'est comme si on avait terminé toute l'humanité. Je suis conscient, mais on n'en est pas là, des milliers de morts, comme sur la place Tahrir, par exemple, en Égypte. On a eu une répression sanglante d'une dimension... Qui avait fait 600 morts. Voilà, voilà, exponentielle. Et pourtant, tout dépend aussi du leadership interne. Mais on ne va pas attendre d'avoir 600 morts. Non, attendez, du leadership interne. Pourquoi je le dis? Parce que l'Union africaine n'a pas la possibilité de pouvoir imposer ses décisions aux États. C'est une organisation internationale et donc il faut que les États partis acceptent de jouer le jeu. Or, en l'espèce, on n'a pas une succession normale. On a une succession biaisée. Donc, quelque part, même anticonstitutionnelle qui est en train de s'opérer, comment dirais-je, au Soudan. Donc, à partir de ce moment-là, il faut d'abord que l'Union puisse savoir qui sont ses acteurs et pouvoir dépêcher, pourquoi pas, très rapidement, une mission de médiation, parfois même de consultation, de médiation entre les parties. Maintenant, s'ils n'entendent pas raison, elle peut aller plus loin, c'est-à-dire réunir ce Conseil de sécurité et peut-être même attirer ou bien convoquer une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est là où les grandes décisions vont se prendre. Mais est-ce que nos États actuellement, notamment nos chefs d'État et de gouvernement, vont suivre les experts de l'Union africaine sur certaines questions en termes de sanctions, etc. Parce que nombre d'entre eux sont aussi au pouvoir et se maintiennent au pouvoir à travers des méthodes qui peuvent être discutables du point de vue de leur conformité aux standards démocratiques. Oumaba parle, Jean-Bernard Béguim, très rapidement, Oumaba parle de grandes décisions, de grandes sanctions. On va imaginer quoi? Le professeur Claude Abbé a parlé d'identifier certains responsables du Conseil militaire de transition qu'on pourrait interdire de voyage ou dont on pourrait geler les avoirs. Oumaba parle de grandes décisions. Peut-on imaginer que tout simplement l'Union africaine suspende le Soudan, comme on l'a vu avec Madagascar de par le passé et d'autres pays de par le passé? D'un point de vue légal, l'Union africaine est confrontée à une double difficulté. Depuis 4 mois, le Soudan est considéré comme étant dans une situation d'exception. Je m'explique. Aujourd'hui, l'Union africaine agit dans un cadre supranational. C'est la concertation interétatique. Le Soudan est un État parti à l'Union africaine. Et le Soudan jouit de l'ensemble des instruments de sa souveraineté. D'une part. Et d'autre part, compte tenu du cas particulier dans lequel on se trouve, qui renvoie à la situation du Darfour, donc à la scission du pays en deux, l'Union africaine ne dispose pratiquement pas de marge de manœuvre lui permettant justement de ne plus rien faire. Non, je dirais d'orienter dans une direction les négociations. Par contre, elle dispose d'un levier important qui est celui de la médiation. D'accord. Comme l'a rappelé. La médiation officieuse et parallèle permettant à tous les acteurs de Soudan de pouvoir se mettre d'accord sur l'essentiel. Sadio Morel-Kanté, généralement quand des situations comme ça se produisent, on l'a vu récemment au Gabon, mais dans d'autres pays, et quand on sort du cadre constitutionnel, l'Union africaine rappelle toujours la nécessité de revenir dans le cadre, à l'ordre constitutionnel. Et là, nous avons un conseil militaire de transition qui s'est installé en dehors du cadre constitutionnel et qui prévoit une période transitoire de 2 ans. Là aussi, on est en dehors de la Constitution. Faudra-t-il revenir tout simplement dans le cadre, dans le cadre constitutionnel? Oui, mais si on doit respecter la Constitution tient compte aussi de la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Là, c'est premièrement le peuple qui n'a pas voulu de Béchir.
Alors, oui, c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on fasse démissionner Béchir comme on a obtenu avec Abdelaziz Bouteflika. Mais ça aurait été Benaouf, le vice-président, qui prenne. Qui prenne le pouvoir tout de suite. Mais c'est comme en Algérie aussi. Mais après, les pressions continuent. C'est-à-dire le peuple n'a pas dit qu'il est à bout de souffle. Il continue jusqu'à ce qu'il ne pourra peut-être pas, ou bien jusqu'à ce qu'il pourra aussi. Ça, c'est des choses qu'on verra dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais je pense que l'Union africaine aujourd'hui, personne n'est dans la posture de dire qu'il faut, dans ce cas-ci, respecter l'ordre constitutionnel. Donc, on ferme les yeux là-dessus. Non, mais ça sera très délicat. Si on respecte l'ordre constitutionnel, ça veut dire que Béchir reprend le pouvoir, alors que Béchir, c'est le souverain primaire. Mais puisqu'on a dit qu'il faut respecter la Constitution, il ne faut pas sortir de l'ordre constitutionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, la Constitution permet aussi, la Constitution, c'est-à-dire c'est un droit universel, que les peuples puissent, à un moment donné, dire « on ne veut pas ». Alors, quand le peuple a dit « on ne veut pas », c'est cet équilibre qu'il faut justement trouver. Et c'est ce que, moi, j'adhère, pour une fois, à la vision, à ce qu'a vu Trump, de pouvoir négocier un espace pour les deux forces, mettre ceux qui ont fait peut-être le moins mal. Je me souviens avoir fait une émission avec vous. Ça nous rappelle le cas zimbabwéen. Est-ce qu'on n'est pas devant un cas de figure à la Emerson Mnangagwa? Voilà. C'est-à-dire, le cas zimbabwéen, c'est généralement commun au peuple de l'Afrique australe. Hein, ils ont des alternances internes. Or, ce n'est pas le cas du Soudan, qui est là assimilable à une destitution, coup d'État, destitution, qui n'a rien à voir avec les changements internes ou les destitutions internes qu'ont l'habitude de faire les partis États des pays de l'Afrique de l'Est. Là, revenir à Béchir serait vraiment... non, je ne suis pas en train d'envisager vous pensez que la situation est telle que l'Union africaine ne peut que cautionner effectivement une mesure d'exception pour ce cas exceptionnel où c'est le peuple là, souverain, qui a décidé, et que ce soit l'Union africaine, les Nations Unies, toutes les constitutions reconnaissent les révoltes des peuples là. Surtout que là, ça a été très non violent. Je pense qu'il faut un peu nuancer parce que de mon point de vue, quand on dit que les peuples peuvent s'exprimer, c'est par rapport à la voie démocratique délibérative, c'est la démocratie procédurale. Or, en l'espèce, c'est des manifestations hors contexte électoral et donc qui débouchent sur l'éviction d'un chef d'État. Si on continue sur ce processus-là, on n'aura plus de président de la République qui puisse tenir un mandat complet. Ça, il faut mettre ça sur la table. Deuxièmement, ce qu'il faudrait peut-être mettre en évidence, c'est que je ne suis pas en train de dire que l'Union africaine va prendre des mesures de sanctions contre le CMT. Je ne sais pas ce que l'Union africaine va faire. Mais c'est une des hypothèses parmi tant d'autres au cas où il y aurait blocage qui proviendrait de sa part. C'est-à-dire lorsque le CMT refuse de s'ouvrir aux autres. Deuxièmement, quelque chose qu'on n'a pas suffisamment analysé, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? C'est ça. Une rupture fondamentale, c'est que si vous regardez très bien, le Soudan s'étend sur 1 886 068 km², mais se situe dans le classement mondial de l'IDH à la 167e place sur 188 États. Ce qui voudrait dire quoi? Ça veut dire que techniquement, sur le plan macroéconomique, c'est un pays faible et donc extrêmement, comment dirais-je, en paupérisation accélérée. Mais ça, c'est les causes liées à la pauvreté. Mais est-ce que cette situation ne résulte pas aussi d'un règne excessivement long? Tout à fait. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est là où je disais que là, on est dans ce qu'on appelle le différentiel de Davis, où lorsque la tension entre ce que le peuple estime légitimement devoir recevoir en termes de redistribution des ressources n'est pas optimale, il va sans dire que généralement, il lui reste une seule solution lorsqu'on n'a pas de mécanisme de négociation et de dialogue démocratique qui se passe. Généralement, on va vers la violence. Mais je voudrais ajouter que justement cette révolte du peuple n'est pas assimilable aux autres. Hein, parce que n'oubliez pas que Béchir était sur le point de vouloir un autre prolongement, c'est-à-dire ce qui le rendait déjà anticonstitutionnel avant que le peuple ne le rende. Il aurait modifié la Constitution. Il aurait modifié la Constitution pour se maintenir. En tout cas, s'il y a une première leçon, effectivement, à je crois que de plus en plus aujourd'hui, les peuples savent ce qu'ils ne veulent plus. Hein, on a vu au Mali, quand il s'agissait de changement de la Constitution, comment la jeunesse a dit non. On a vu comment très pacifiquement la jeunesse algérienne a dit non. C'est un mouvement nouveau sur le continent. C'est une nouvelle culture politique qui prend encore sur le continent où les peuples ne veulent plus se laisser faire.
avant, ça s'imposait au peuple, surtout avant ce qu'on appelle généralement la période de Bola, où c'était les partis États. Qui décidait de ce qu'il faut pour le peuple. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est consciente, qui pense qu'il faut pouvoir s'exprimer quand ça ne va pas. Merci. Nous souhaitons une fin heureuse à cette... Et on souhaite une fin heureuse, effectivement, aux Soudanais, tout en déplorant les pertes en vies humaines. On espère qu'il n'y aura plus, qu'aucun autre Soudanais ne tombera sous les balles des forces de l'ordre. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré au Soudan. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci bien.